parce qu'on est content que Soro Guillaume soit à l'extérieur. Si on le dit, ce n'est pas pour narguer Soro Guillaume, mais si on le dit, c'est pour motiver nos camarades. Si on le dit, c'est pour que nos camarades comprennent l'utilité de se battre. L'utilité de se battre. Oui, c'est ça. Donc voici la part qui est réservée à nos 4 leaders. Et comme nous aimons nos 4 leaders, et comme nous ne voulons pas qu'ils subissent ce courroux-là, qu'ils vivent ces situations difficiles-là, battons-nous. Mais on se bat pour eux. On se bat pour leur parti politique, on se bat pour nos formations politiques, mais on se bat aussi surtout pour nous-mêmes. Oui, parce que Soro Guillaume en exil, en tout cas, je ne pense pas que Soro Guillaume en exil, il soit plus misérable que moi. Je ne pense pas. Parce que il est dans des bonnes mains. Il vit très bien. Il a des servantes, il a des gens qui sont à sa disposition, qui travaillent pour lui, qui s'occupent de lui. Voilà. Il n'a pas un problème de compte bancaire. Son compte n'est pas au rouge. Voilà. Donc, il n'a pas le même problème que nous. Il n'a pas le même problème que nous. Donc, nous devons, le combat que nous menons là, c'est pour nous d'abord. Tidiane Thiam n'a pas le même problème que nous. Tidiane Thiam là, il est riche aujourd'hui, il est riche demain, il est riche après-demain. Parce que lorsqu'il a quitté le Crédit Suisse là, ce qu'il a reçu comme argent, ça, il va vivre, il peut dormir même à Georges V tous les jours de sa vie jusqu'à la fin de ses jours. Il peut dormir à Georges V sans problème, son cœur bat pas. Donc ces gens-là, ils n'ont pas de problème de subsistance. Donc on se bat d'abord pour nous-mêmes. On se bat pour nous, pourquoi? On se bat pour nous parce que si ce régime-là reste là, c'est les mêmes personnes qui vont avoir les concours administratifs. Si ce régime-là reste là, c'est la même ségrégation ethnique là qui va continuer, la même ségrégation clanique qui va continuer. Si ces gens-là restent au pouvoir, c'est la même façon, c'est les mêmes personnes là que vous allez voir, les gens comme le Téné Birahima Ouattara, un homme dont on ne peut pas dire où il est né, en quelle année, quel jour, quelle est sa date exacte de naissance. On ne peut pas nous dire où il a obtenu le diplôme qu'on lui attribue. Il semblerait qu'il aurait obtenu c'était quoi là? On dit qu'il a obtenu une maîtrise en économie publique. Je ne sais même pas ce que ça signifie. On a cherché, on n'a pas trouvé cette section-là. On dit qu'il a obtenu une maîtrise en économie privée à l'université d'Abidjan. On ne nous dit pas l'année. Et on ne nous dit pas, oui, on ne nous dit pas l'année. Il est intéressant de savoir l'année parce que si on a l'année, on peut vérifier si effectivement il a obtenu ce diplôme. Donc voici tout ça. Voici tout ça qui est le mystère dans lequel nous vivons. Et le ministère qui ne veut pas, ils ne veulent pas qu'on évente, ils ne veulent pas qu'on sache la vérité des choses. C'est pourquoi ils continuent de nous maintenir dans ce flou-là. Et c'est nous qui devons nous battre. On doit se battre pour qu'une autre classe, une autre génération de politiciens émerge. Pour que d'autres personnes viennent nous montrer ce qu'elles sont capables de faire. Oh, je peux vous rassurer que le président Laurent Gbagbo, du haut de ses 80 ans, il n'est pas omnibulé par le pouvoir. Il n'est pas omnibulé par l'envie d'être au pouvoir. C'est pas ce qui l'intéresse. Le président Laurent Gbagbo, il a eu tout ce qu'il voulait dans sa vie. Il a été enseignant. Il a été enseignant dans un lycée. Ça, il faut qu'on le dise. Il a été enseignant au lycée classique. Et ensuite, il a continué ses études. Parce qu'après sa maîtrise en histoire, je rappelle que le président Laurent Gbagbo, avant de faire une maîtrise d'histoire, il a fait son premier cycle universitaire. Il a fait en lettres modernes. Le président Laurent Gbagbo, il a une licence en lettres modernes. Il s'est spécialisé en latin, donc c'est un latiniste. Et après, il a basculé. Il a compris qu'il voulait faire une carrière politique, il voulait avoir une carrière politique. Et pour faire une carrière politique, il fallait qu'il étudie l'histoire. Donc, il a fait une équivalence pour aller en histoire. Et il a fait une maîtrise en histoire. Et il est venu enseigner au lycée classique. Après le lycée classique, il a étudié encore, il a fait son doctorat en histoire. Et quand il a obtenu, il allait être directeur de l'Institut de recherche en histoire de Côte d'Ivoire. Oui, le président Laurent Gbagbo, les gens disent que non, qu'il a enseigné à l'université. Non, le président Laurent Gbagbo n'a jamais été enseignant à l'université. Il a été directeur de recherche, directeur de l'Institut national de recherche en histoire. Oui, c'est ça qui est la vérité. Après avoir été enseignant au lycée classique, et donc, c'est ce qu'on appelait à notre temps, je ne sais pas si c'est encore la même chose, on appelait professeur certifié. Il a fait son doctorat et il est devenu directeur de l'Institut d'histoire appliquée. Voilà, de recherche de l'histoire.
Donc, voici cet homme-là. Mais, donc, il a été député de Ouagaïo pendant 2 mandats, 2 législatures. Il a été député. Et il a été président de la République. Je vous assure, ce monsieur-là, il a touché le sommet des responsabilités dans un État. Il n'est plus intéressé, il n'est plus omnibulé. En fait, il ne rêve pas, sinon il ne pense pas au pouvoir chaque matin en se rasant la barbe. Il ne pense plus à ça. S'il prend le pouvoir, c'est juste pour pouvoir visser les clous. Sinon, ce n'est pas, il ne le prend plus maintenant pour que ce soit dans son palmarès, ce soit dans son CV. Ça est déjà dans son CV. En fait, le président Laurent Gbagbo a été. Ce n'est pas un never been, c'est peut-être un has-been. Mais quand on a été has-been, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose dans ton CV. Mais ça ne veut pas dire qu'il est fini. Mais en réalité, il n'est plus véritablement, il ne se bat plus forcément pour être président de la Côte d'Ivoire. C'est nous qui voulons qu'il soit président de la Côte d'Ivoire parce que nous pensons que de tous ceux qui sont sur la scène politique ivoirienne, il a celui-là même qui a l'expérience. Il a celui-là même qui a subi beaucoup de choses. Et pour ce qu'il a subi en 2011, cette injustice internationalisée, nous voudrions qu'il revienne au pouvoir pour pouvoir, n'est-ce pas, lui marquer notre reconnaissance, afin de pouvoir redresser une injustice, afin de corriger une injustice qui a été faite. C'est tout. Donc, le fait que le président Laurent Gbagbo revienne au pouvoir, ce n'est plus une question politique, mais c'est une question morale. C'est une façon pour pouvoir apaiser notre conscience. C'est tout. Apaiser aussi la conscience nationale. Mais il n'en fait pas une affaire d'État, il n'en fait pas une affaire du siècle, il n'en fait pas une affaire de vie ou de mort. Non, c'est pas ça. Donc le président Laurent Gbagbo, en fait, c'est de ces hommes-là que les philosophes grecs, c'est de ces hommes-là que les philosophes grecs parlaient en disant que il faut donner le pouvoir à celui qui n'a pas besoin, qui n'a pas l'envie du pouvoir. Donner le pouvoir à celui qui n'en veut pas, à celui qui ne veut pas du pouvoir. Donnez-lui ce pouvoir, parce que quand il va le prendre, il va exercer ce pouvoir-là, pas pour lui, mais il va l'exercer pour le peuple. C'est pourquoi on dit qu'il est mieux que les philosophes deviennent rois. Parce que les philosophes, ils n'ont pas vocation à diriger un pays. C'est pas leur finalité. Donc il faut leur donner le pouvoir parce qu'eux, ils seront beaucoup plus détachés. Ils vont gérer le pouvoir avec beaucoup de justice. Voilà. C'est pourquoi nous nous battons pour le président Laurent Gbagbo. Sinon, à part ça, il est tranquille, il les aime. Il a ses petits-enfants dont il s'occupe. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ce que nous demandons à Alassane Ouattara. Mais Ouattara, il est là, il s'obstine à être au pouvoir. Parce que Ouattara, il veut battre les records. Mais il a déjà battu. Mais il y a un seul qui ne va pas battre, celui d'Oufo-Boigny. Parce qu'Oufo-Boigny, il a été président de la Côte d'Ivoire pendant, de 1960 à 1973, pendant 33 ans. Donc, Ouattara ne va pas faire 33 ans. Et ce ne sera pas possible. Parce que à la fin de ce mandat-là, si par extraordinaire, si par malheur, il réussissait à faire ce mandat-là, à la fin de ce mandat-là, il va avoir 88 ans. 88 ans, c'est ce que les Camerounais appellent âge hors taxe. Parce que l'âge d'Alassane Ouattara, c'est hors taxe. Ouais, parce que si on met les taxes, il faut mettre encore 3 ans là-dessus. Alassane Ouattara, en réalité, il est né en 1940, il n'est pas né à 42 ans. Voilà, donc, ça, c'est son âge là, quand on nous donne là 83 ans là, c'est hors taxe. Ouais, je parle de ça, ça me rappelle, j'ai un ami camerounais. Moi, j'avais reçu mon invitation à aller faire mon test du cancer, comment on appelle ça, colorectal là, voilà, donc cancer du côlon. Et il m'a dit, mais Joe, mais tu as reçu pour toi, mais c'est quoi? Il dit, oui, mais c'est quand tu as 50 ans qu'on t'envoie ce truc pour aller faire cet examen-là. Il dit, ah, mais moi, je l'ai pas encore reçu. Donc, il oublie qu'il a diminué son âge. Donc on va voir, chose comme on appelle ça, dans la structure qui est chargée de s'occuper de la santé des gens au Canada. On arrive et on pose la question. On peut dire non, c'est pour les gens qui ont 50 ans. Voilà, c'est réservé aux hommes qui ont 50 ans. Donc, il lui dit, mais moi, j'ai dépassé 50 ans. Donnez votre pièce d'identité, donnez votre carte de santé, on va voir. Et là, il se rend compte qu'en fait, en réalité, il y a eu 7 ans qu'il a investi son âge pour pouvoir faire des études. Donc, en fait, quand on enlève les 7 ans là, il a 48 ans. Donc, il n'a pas encore 50 ans. Donc, il faut qu'il attende dans 2 ans pour recevoir le courrier que moi j'ai déjà reçu. Parce qu'en réalité, en ce moment-là, il avait 55 ans. Voilà. Donc, c'est après, il me dit, ah, non, frère, laisse tomber. Et puis, sur la route, il m'expliquait que, tu sais,
pour pouvoir avancer dans les études, là, on est obligé de diminuer l'âge, on est obligé de diminuer l'âge, donc voilà. Sinon, voilà. Et puis il m'a dit la vérité. Donc, Alassane Ouattara aussi, en Côte d'Ivoire, on appelle ça René Caillé. Voilà, on appelle ça René Caillé. Alors, je me rappelle, hein, quand j'étais, je me souviens, c'est parce que ça, c'est un souvenir. Je me souviens quand j'étais encore petit, à notre temps, il y avait série spéciale, première série et deuxième série. Série spéciale, c'est les gens qui avaient moins de 10 ans, jusqu'à 10 ans, qui arrivaient au CM2, qui devaient passer l'entrée en 6e. Donc, ils passaient ce qu'on appelle la série spéciale. Ils avaient besoin de moins de points pour aller à l'entrée, pour aller au collège. Et la première série, bon, c'est ceux qui avaient, je crois, c'est à partir de 11 ans, jusqu'à 14 ans, ils faisaient la première série. Et la seconde série, c'est ceux qui avaient 15 ans. Donc, ceux qui avaient 15 ans, si on devait demander pour la première série 85 points, pour la série spéciale 85 points, première série 110 points, les gens qui faisaient deuxième série, il leur fallait 130 points pour avoir l'entrée en 6e. Je me souviens très bien. C'était 130 points pour aller les choses. Donc, généralement, quand les parents voient que le gars, il a eu 14 ans, puis il n'a pas eu le CP, il n'a pas eu l'entrée en 6e, il va voir le sous-préfet Barika, on lui fait un René Caillé, et puis il revient. Et quand il revient, celui qui a eu 14 ans l'année dernière, l'année précédente qui a eu 14 ans, mais l'année qui suit, il va avoir 12 ans. Voilà, il va avoir 12 ans. Ce qui revient à dire que, ils ont pris 3 ans, ils ont enlevé 3 ans sur son âge, et puis là, il reste toujours dans la première série. Donc, Alassane Ouattara, lui, il a aussi subi l'effet du râteau dans son âge. Voilà, il y a le râteau qui est passé dans son âge. Donc, quand on arrive à ce niveau-là, franchement, il faut savoir partir. Il faut savoir partir. On retiendra d'Alassane Ouattara qu'il a fait des ponts, qu'il a fait des routes, et puis ce sera intéressant. Et c'est par là que je vais chuter. Je dis souvent que la vie d'un homme politique, ça ressemble beaucoup plus à la vie d'un artiste. Un artiste qui doit monter sur scène. Il y a 2 temps très importants. L'entrée en scène et la sortie de scène. Lorsque l'artiste rate son entrée en scène, c'est pas bien, c'est pas bon, mais ce n'est pas trop grave. S'il réussit sa scène, il doit tout faire pour réussir sa sortie de scène. Parce que c'est la sortie de scène qui reste dans la mémoire du public. Alassane Ouattara a raté son entrée en scène. Parce qu'il est rentré en scène en marchant sur des corps chauds des Ivoiriens. Il faut qu'il réussisse sa sortie de scène. Et il est capable de le réussir. S'il n'écoute pas les oiseaux de mauvais augure qui l'entourent, il peut encore sauver sa sortie de scène. Il peut encore s'accorder le temps de vivre les derniers instants que le Seigneur lui accorde. Il peut se donner le temps de vivre ça dans la tranquillité. Des gens pourront aller le consulter. Des gens pourront lui demander des conseils. Et ça, il n'y a pas plus grand hommage que ça. Que de vouloir faire comme le président Houphouët-Boigny. Oui, Houphouët-Boigny nous a quittés, il avait 88 ans. Alassane Ouattara, officiellement à 83 ans. Si par malheur, il rempile, il va avoir 88 ans en 2030. 88 ans en 2030. 88 ans en 2030, est-ce qu'il pourra encore? Parce qu'on a vu, Houphouët-Boigny, les 2 dernières années de son pouvoir, Houphouët n'était plus au pouvoir. Houphouët, il ne gérait plus le pays. C'est d'autres personnes qui géraient le pays pour lui, notamment Alassane Ouattara. Dieu seul sait ce qu'on lui a fait pour qu'il rentre rapidement, parce qu'il y avait des gens qui avaient intérêt à ce que le président Laurent Gbagbo rende son dernier souffle afin qu'il se positionne. Malheureusement, la constitution a été respectée et le hold-up, le premier coup d'état d'Alassane Ouattara n'a pas marché. Parce qu'en vérité, Alassane Ouattara, il a le coup d'état dans la peau. Son premier coup d'état, disais-je, c'était en 1993, au décès du président Houphouët-Boigny. Il a voulu s'asseoir sur la constitution ivoirienne qui disposait à son article 5 qu'en cas de vacances de pouvoir, par décès, par maladie, par incapacité absolue, le président de l'Assemblée nationale assure l'intérim du président de la République jusqu'à la fin de son mandat. Alassane Ouattara ne voulait pas que le président de l'Assemblée nationale d'alors assuma l'intérim. C'est ça, il faut utiliser le subjonctif imparfait parce que j'ai dit ne voulait pas. Enfin, souvent quand vous parlez, faites les concordances des temps.
Souvent, vous utilisez l'imparfait, vous mélangez avec le subjonctif présent. C'est pas bon, c'est pas correct en français. Donc, apprenez à utiliser le subjonctif passé, imparfait, tout ça. Voilà, c'est important. Bon, allez, je referme la parenthèse. Donc, il a voulu faire ce coup d'État là. Et heureusement, on avait encore une gendarmerie républicaine. Elle a pris ses responsabilités. Et elle a demandé au président Henri Konan Bédié de ne pas avoir peur, d'aller prendre ce qui lui est des droits à la RTI. Et c'est ce qu'il fit. Et ça nous a évité ce que Alassane Ouattara a réussi finalement à faire en 2011. Voyez-vous, ce qu'il a fait en 2011, il avait déjà préparé depuis 1993. En tout cas, sur ce coup, je peux véritablement louer la résilience d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, il a fait. Mais ayant échoué face à la témérité d'Henri Konan Bédié, parce que là, c'est une question de témérité, ce n'est pas une question de courage. Parce que le courage, c'est bien différent de la témérité. Le courage, c'est la capacité de pouvoir prendre la responsabilité de faire quelque chose où il y a de danger. Mais dans le courage, il y a la peur. Il y a une dose de peur dans le courage. Mais dans la témérité, on affronte les choses dans lesquelles on est sûr, où il est possible même qu'on perde notre vie. La témérité, c'est l'extrême du courage. Et ce que Henri Konan Bédié a fait, ce n'était pas simplement du simple courage, mais c'est de la témérité. Donc il est parti et il a assumé ça et ça a fait échouer le premier plan. Mais Alassane Ouattara ne s'est pas senti vaincu. Il a d'abord instrumentalisé Anaki Kobena, qui est allé au congrès du PDCI RDA jouer les troubles faits, aller perturber ce congrès-là, ils l'ont mis dehors. Et quand ils l'ont mis dehors, il a pris ça comme un prétexte pour sortir du PDCI RDA. Et ça, c'est l'histoire de la Côte d'Ivoire. On doit l'enseigner à nos enfants. Et l'histoire, franchement, c'est les faits. Il faut raconter les faits et les commentaires seront libres. Malheureusement, le FPI d'alors a servi de rédacteur, sinon a aidé le RDR à pouvoir se constituer. D'ailleurs, c'est Émile Bogadoudou qui a soufflé le mot RDR à Guéni Kobena et ses camarades qui étaient venus le voir. Hyacinthe Sarasoro et puis les autres qui étaient venus le voir. C'est lui qui leur a soufflé le mot et c'est lui qui les a aidés à faire les statuts et règlements du RDR. C'est lui qui les a aussi aidés à faire les démarches pour pouvoir donc introduire leur régularisation au niveau de la préfecture. Donc vous voyez, si on veut être honnête, on peut dire que le RDR, c'est comme le monstre de Frankenstein, hein, le monstre que nous avons fabriqué, qui est aujourd'hui en train de nous détruire. Oui, ça aussi c'est l'histoire. On ne peut pas mentir avec l'histoire. Il faut qu'on vous dise la vérité. Donc quand le RDR a été créé, très rapidement, ils se sont basés sur quelque chose qu'on a appelé, la Charte du Nord. La Charte du Nord qui avait été l'inspiration de deux personnes majeures. Il y a une qui est décédée, il y a une qui est encore en vie. C'était le mari d'Henriette Dadi Diabaté. C'est lui qui était l'initiateur de la Charte du Nord, mais avec Alpha Blondy. Voici ces deux personnes-là qui ont été les pères de la Charte du Nord. Oui, les pères, c'est eux qui sont les géniteurs de la Charte du Nord. Et la Charte du Nord a permis de cristalliser, n'est-ce pas, la colère des gens du Nord contre les gens du Sud, en leur disant que, oui, Houphouët-Boigny n'a jamais voulu qu'un homme du Nord devienne au pouvoir, un homme du Nord prenne le pouvoir. La Côte d'Ivoire, nous sommes rejetés parce que nous sommes du Nord. Il faut que nous séparions de cette Côte d'Ivoire-là et que nous créions notre pays. On va créer un pays à part. Comme ça, on sera respecté entre nous. La Charte du Nord, elle a véritablement vu jour pendant que le président Henri Konan Bédié était au pouvoir. Malheureusement, au lieu de traquer cette Charte du Nord là, parce que c'était une sécession, au lieu de la traquer, Henri Konan Bédié a voulu faire la chasse à Alassane Ouattara en lui lançant un mandat d'arrêt international. Et ça a permis de faire d'Alassane Ouattara une victime. Ouattara s'est enrichi de la victimisation. Et vous savez que la victimisation profite toujours aux victimes. Sinon, profite, je dis aux victimes, donc à AUX, ou bien à la victime, si vous voulez, si on veut mettre ça au singulier.
Donc, la victimisation profite toujours à la victime. On va faire simple. Et donc, il a profité de ça. Et les gens du Nord se sont sentis, n'est-ce pas, concernés par cette injustice que Alassane Ouattara vivait, cette traque qu'Alassane Ouattara vivait. Et voici comment Alassane Ouattara, sans faire d'effort, est devenu le leader, est devenu le porte-voix des gens du Nord. Et il s'est servi de ça pour dire que les gens ne veulent pas que je sois candidat en Côte d'Ivoire parce que je suis musulman et parce que je suis du Nord. Mais en réalité, Alassane Ouattara n'est pas musulman parce qu'Alassane Ouattara, il mange le porc et Alassane Ouattara, il boit le vin. Alassane Ouattara, il mange le porc, il boit le vin et il boit le whisky. Son whisky préféré, c'est tous les whiskies qui sont des single malt. Donc Alassane Ouattara ne peut pas être musulman. Alassane Ouattara n'est pas musulman parce qu'il est bouddhiste. Parce qu'il fait du bouddhisme. Malheureusement, il fait du bouddhisme superficiel. Parce qu'un bon bouddhiste ne doit pas faire ce qu'Alassane Ouattara fait. Parce que j'en sais quelque chose. Je sais quelque chose du bouddhisme. Un vrai bouddhiste, un bon bouddhiste ne doit pas faire ce qu'Alassane Ouattara est en train de faire là. De la même façon, un vrai franc-maçon ne peut pas faire ce que Ahmed Bagayoko faisait. Parce que tout ce que nos pays ont pu obtenir, nos pays occidentaux ont pu obtenir comme avancée démocratique, comme avancée sur les droits de l'homme, ça a été le fruit des francs-maçons. Et ça, c'est une vérité. Si vous ne le savez pas, si les gens vous disent des choses qui ne sont pas vraies, apprenez, allez-y, approchez la vérité et la vérité vous franchira, vous affranchira. Donc, je reviens sur Alassane Ouattara, sur ses coups d'État manqués. Donc, il va tenter de déstabiliser le pouvoir de Henri Konan Bédié. Il ne peut pas réussir. Il ne réussit pas. Il essaie plusieurs fois de déstabiliser Henri Konan Bédié. Mais le 24 décembre 1999, il va réussir ce coup avec les gens que vous connaissez aujourd'hui. Il va réussir à faire tomber le régime d'Henri Konan Bédié. Et il va installer le général Robert Gueye dans l'objectif que celui-ci lui permettra d'être candidat et même, il va dans l'objectif même que Gueye Robert lui permette de prendre le pouvoir sans compétir. Et on va voir cela dans le premier gouvernement du général Robert Gueye. Tous les postes stratégiques vont être confiés au RDR. Et quand le président Laurent Gbagbo, il a vu ça, il s'est exclamé avec cette phrase devenue célèbre. Mais dites-nous si c'est un coup d'État du RDR. Et cela a remué, ça a été un coup de pied dans la fourmilière, ça a remué la République. Et le général Robert Gueye a été donc obligé de pouvoir rectifier le tir en donnant un peu de poste de souveraineté au FPI. Mais ça encore, ça a été une erreur. Parce que les gens ont pensé que le général Robert Gueye allait véritablement faire une transition qui allait permettre de pouvoir mettre les bases d'une véritable république. Mais le général Robert Gueye, il ne veut pas, les jours pairs, il ne veut pas du pouvoir, les jours impairs, il veut du pouvoir. Et finalement, le balayeur qu'il fit devint le balayer. En fait, il a voulu rester au pouvoir, il a voulu conserver le pouvoir. Il a organisé une élection au cours de laquelle il a éliminé de nombreux candidats. Et il a pensé qu'il pouvait battre le président Laurent Gbagbo. Bon, éliminer la candidature d'Alassane Ouattara, ce n'est pas vrai parce que Ouattara n'avait pas le droit d'être candidat en Côte d'Ivoire en raison de son identité, en raison de son histoire, en raison de son parcours. Faut-il vous rappeler que Ouattara a été inscrit à l'université de Pennsylvanie en tant que natif du Burkina Faso, qu'Alassane Ouattara est rentré au Fonds monétaire international comme étant natif de la Haute-Volta. Ça, ce n'est pas de l'invention, c'est de l'histoire. Et les traces existent encore dans les archives du Fonds monétaire international. Je le dis en passant. Donc, Ouattara, n'ayant pas été retenu, ne pouvait rien contre Robert, parce qu'en réalité, l'homme politique que Alassane Ouattara a craint toute sa vie, c'est le général Robert Gueye. Oui. Ouattara a eu peur, il a véritablement eu peur du général Robert Gueye. Sinon, Henri Konan Bédié, Ouattara fait rien avec. Le président Laurent Gbagbo même là, ça c'est le paillasson d'Alassane Ouattara. Mais il a véritablement eu peur du général Robert Gueye. Parce que Robert Gueye, je vais vous dire la raison pour laquelle il a eu peur du général Robert Gueye. Quand Houphouët-Boigny est donc dans sa phase évanescente, donc vers la fin de sa vie, Houphouët-Boigny s'appuie sur 3 piliers. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle un foyer, un tripalium. Alassane Ouattara, Premier ministre,
Henri Konan Bédié, président de l'Assemblée nationale, et puis le général Robert Gueye, chef d'état-major. C'était 3 piliers. Donc, un pilier administratif, un pilier législatif et puis un pilier militaire. Et ces 3-là, ils étaient en fait des héritiers. Ils étaient des héritiers au pouvoir. Des héritiers au pouvoir. Donc, quand Alassane Ouattara réussit à éliminer Henri Konan Bédié en le chassant du pouvoir, il se retrouvait en face le général Robert Gueye. Mais qui est le général Robert Gueye? C'est un général de l'armée. Le général de l'armée, il ne faut pas t'amuser avec lui. Donc, il avait véritablement peur de lui. Jusqu'à ce qu'il réussisse à le mettre dans son plan. Parce que en réalité, celui qui fait tous les plans d'Alassane Ouattara, ce n'est pas Alassane Ouattara lui-même, parce que Ouattara, il n'a pas ce vice-là dans l'intelligence. La vraie stratège du camp Alassane Ouattara, c'est Dominique Ouattara. C'est Dominique Ouattara qui réussit à côté le général Robert Gueye, et puis il se rallie au camp Alassane Ouattara après sa chute. Et il va payer sa cash. Non seulement son secrétaire général, le ministre Bala Keïta, va être déjà dans un hôtel à Ouagadougou par une dame que l'histoire va démontrer après qu'elle était celle-ci ou celle-là, mais je ne vais pas vous donner son nom, parce que vous connaissez son nom. Donc, il va réussir d'abord à éliminer Bala Keïta et ensuite, il va régler le compte du général Robert Gueye dans un véritable guet-apens, un guet-apens si vous voulez, un guet-apens digne de la mafia italienne. Ayant réglé le compte à Henri Konan Bédié qu'il a mis hors course et au général Robert Gueye, Alassane Ouattara s'est dit que le président Laurent Gbagbo, qui n'était pas prévu dans le plan de succession du président Henri Konan Bédié, n'a pas sa place au pouvoir. Donc, il faut maintenant l'effacer. Donc, voici ce que j'ai. Donc, en fait, Alassane Ouattara, toute sa vie a été une vie d'intrigue. Intrigue politique. Il a utilisé tout le monde. Il a rusé avec tout le monde. Et finalement, il est là. Et il a peur de partir. Parce que s'il part, ce qu'il a fait subir à ses opposants, mais lui-même, il va le subir. Je voulais rappeler à toute fin utile qu'Alassane Ouattara a gelé les biens de tous les partisans du président Laurent Gbagbo. Le ministre Bonne-Boabré en est mort. Et ils sont nombreux comme ça. Les gens comme Ben Soumaoro, Mamadou Ben Soumaoro, le ministre Jean-Jacques Béchiot, l'animateur de radio Paul Dokuy, qui encore, en fait, ils sont tellement nombreux qu'on ne peut pas les citer. Les Mangaé Basile, tout ça, tous ceux-là. Et qui a gardé le général Robert Gueye, qui avait intérêt à garder le général Robert Gueye? Parce que la question que les gens doivent se poser lorsqu'il y a un crime, la question qu'on doit se poser et la question qui a du sens, c'est qui avait intérêt à faire ce crime? Qui avait intérêt à garder telle personne? Ça, c'est une question qui est très importante. Qui avait intérêt? C'est-à-dire que les juristes posent la question dans ces termes-là. À qui profite le crime? À qui a profité le crime du général Robert Gueye? Parce que quand le président Laurent Gbagbo est attaqué le 19 septembre 2002, quel intérêt objectif le président Laurent Gbagbo avait à mettre fin à la vie du général Robert Gueye, au point même d'aller exterminer toute sa famille? Celui qui avait intérêt à exterminer la famille du général Robert Gueye, déjà pour pouvoir savoir qui a mis fin à la vie du général Robert Gueye, il faut retourner la question d'une certaine façon. Qui a exterminé la famille de Robert Gueye? Pourquoi cette famille a été exterminée? La réponse intelligible qu'on peut avoir de cette question anodine, c'est que la personne qui a eu intérêt à éliminer la famille de Robert Gueye, c'est une personne qui pensait certainement que dans la famille, parmi les membres, les gens qui ont été donc exterminés, il y avait des gens qui pouvaient avoir des informations sur l'auteur du crime. Or, vous savez très bien que nous les hommes, quand j'avais encore une femme, je disais tout à ma femme. Parce que la femme, c'est à moitié, donc je lui disais tout. Donc, dans le lit, le général Robert Gueye va tout dire à sa femme, Doudou Rose. Donc, elle était au courant de ce qui s'est passé. Elle était au courant de la stratégie dans laquelle se trouvait son mari.
il fallait effacer les traces. Il fallait effacer toutes les traces. Donc, il faut exterminer toute sa famille. Celui qui a, je veux dire, qui a déjà le général Robert Guéhi, ce n'est rien d'autre, ce n'est nulle autre personne que Alassane Dramane Ouattara, parce que celui qui avait un intérêt évident. Celui qui avait intérêt. Comment il s'appelle? Soleil. En droit, on dit pas d'intérêt, pas d'action. N'est-ce pas? Pas d'intérêt, pas d'action. C'est celui qui a intérêt à faire une action, celui qui l'a fait. Exactement. Voilà. Pas d'intérêt, pas d'action. Voilà. Et en d'autres termes, en droit pénal, on pose la question, on dit à qui profite le crime? Voilà. Donc, c'est à ce niveau-là que nous sommes. Et c'est là que nous disons que c'est Alassane Ouattara qui avait intérêt à le faire. Mais il fallait faire porter le chapeau à quelqu'un. Parce que le criminel ne veut pas qu'on sache que c'est lui. C'est ce qu'on appelle, mais il n'y a pas de crime parfait. Il n'y a vraiment pas de crime parfait. Voilà. Donc, mais le crime a profité à Alassane Ouattara. Parce que, Alassane, je rappelle que quand Guéhi Robert est appelé depuis Kabakouman pour venir faire, pour pouvoir donc prendre la tête des jeunes qui ont renversé Henri Konan Bédié, Air France annonce Alassane Ouattara, RFI annonce Alassane Ouattara comme étant le futur président de la Côte d'Ivoire, va prendre le vol, il dit le nom du vol Air France dans lequel il va être pour entrer en Côte d'Ivoire. Donc on l'annonce comme le futur président. Comment on peut dire à quelqu'un qu'il est futur président alors qu'il n'y a pas d'élection, il y a eu un coup d'État. Et puis on dit qu'il est futur président. Attends, excuse-moi, excuse-moi, il va te prendre une minute. Pardon. Vas-y. Excuse-moi, il va te prendre juste une minute, s'il te plaît. Vas-y, parle. Je vais montrer une chose pour montrer le mal de l'éducation ivoirienne. Excuse-moi. Excuse-moi, mais. Tu vois? Attends. Ne quittez pas. Voilà. Est-ce que là, vous voyez? Attends, je vais faire un tableau. Attends, excuse-moi. Hein. Parce que c'est sérieux. Quand on parle aux Ivoiriens, ils ne comprennent pas. Oui, il y a eu un tableau campagne, pour la campagne du président Alassane Ouattara. On invite les enseignants. Non, attends, tu vas voir. Non, attends. Est-ce que tu as vu l'affiche même? Ben, c'est moi qui vous envoie l'affiche dans le groupe. Mais faut lire là. Ouais, les enseignants, voilà, ils disent S à la fin. Les enseignants disent oui au président Ado. On met S à 10. Et les enseignants sont là. Attends, il va te présenter parce que je connais tous la majorité de qui sont là. Il faut écouter bien. Lui que tu vois là, il est le directeur du CROUS de l'université de Bondoukou. Il s'appelle Dr Cissé. Lui et moi, on se connaît. On se connaît comme on se connaît. Lui qui est là, il s'appelle Alalé. Alalé, Kwasi Alalé. Il est le sous-directeur du CROUS. Celui-là a titre de docteur. Donc, il est directeur du CROUS de l'université de Bondoukou. Celui-là, il a eu le concours de l'ENS, professeur de philosophie. Il n'a pas exercé en philosophie pendant 2 ans. Il fut nommé donc sous-directeur du CROUS. Et tout ça appartient au RDR. Celui que vous voyez là était l'homme de main de Cissé Bakongo à l'université de Cocody. Quand Cissé Bakongo était ministre de l'enseignement supérieur. Tout ce que vous voyez ici, la majorité, ont eu le concours de l'ENS sous M. Sidiki, comment on appelle Valé, et comment on appelle Sidibé Vali. Tout cela, ce sont les produits de Sidibé Vali à l'ENS. La majorité, les docteurs y compris derrière là. C'est Sidibé Vali qui l'a fait rentrer tous à l'ENS, la majorité que vous voyez là. Ceux qui sont derrière là. Donc lui là, il est sous-directeur du CROUS. Sans expérience, il a été nommé parce qu'il est militant du RDR. Parce que Dr Cissé, qui est le directeur du CROUS de l'université de Bondoukou. C'est eux qui écrivent, un professeur de philosophie de lycée, avec des docteurs, des enseignants dans le domaine supérieur. C'est eux qui écrivent, les enseignants disent, et puis mais S à la fin, à Ado. Les enseignants disent. Vous voyez comment l'éducation ivoirienne souffre? Est-ce que vous comprenez le mal? Nos enfants là, ils ne savent plus connaître le verbe dans une phrase. Est-ce que disent là, ça écoute? Disent, D-I-S-E-N-T-S, disent. Voici une affiche en Côte d'Ivoire des docteurs. Vous voyez ça? Et je vous dis encore, je vais répéter pour ceux qui sont là. Si c'est là, il me connaît. Alalé me connaît. Parce qu'il a été délégué des délégués de l'université de Cocody. À l'époque où il était encore délégué général de mon département.
C'est lui qui était le délégué de toute l'université. Au moment où le professeur de philosophie, Abou Diara, était encore président de l'université Cocody. Vous voyez, Madame Donna, il a dit c'est pour que tu fasses un choix. Madame, qu'est-ce que vous avez écrit en français là? Que tu fasses, c'est pour que tu fasses un choix. Donna, vous êtes encore pire que les gens qui écrivent ici. Hein. Eux là disent on peut barrer le L, mais vous êtes encore grave. Vous, votre écriture encore, ça rappelle un cimetière, madame. Vous êtes zombie ou bien? On n'écrit pas comme ça. Madame Donna, vous voyez? Voici ceux qui enseignent nos enfants. Pourquoi on a les universités et puis les enfants sont nuls? Est-ce que vous comprenez là, Tonton Zara, toi qui es professeur de philosophie? Celui-là, il est philosophe. C'est les élèves de Abou Karamoko et puis Biaka Seri, père à son âme, le professeur Biaka Zasseli, qui est décédé. Ouais, c'était aussi mon maître. Hein? C'était aussi mon maître. Oui, Biaka Zasseli, lui et moi, on a mangé plusieurs fois ensemble, père à son âme. Ouais, c'était mon maître. Bon, les gens même pensaient qu'à un moment donné, il était philosophe parce qu'il connaissait tous les professeurs de philosophie. C'est le professeur Biaka, père à son âme, c'est celui qui m'a retourné. Parce que j'ai commencé mes études universitaires en tant qu'étudiant en droit et il m'a retourné et je suis allé en philosophie. Il est mort. Voilà, il est mort. Ouais, il est décédé, ouais, il est décédé. Donc, tu vois tout cela et il va vous expliquer quelque chose. Hein. Celui que vous voyez ici, là, docteur Cissé, là, est celui, quand on a dissous la FESI était dissoute, quand ils ont fermé les universités, c'est lui qui dirigeait un syndicat qui était pour le RDR. En réalité, c'est un docteur, mais il n'a pas le niveau d'études de docteur. Mais aujourd'hui, il est directeur du club de Bondoukou. Je vous dis, quand lui, là, il parle, André vendait de Bogi, de Nyomé au marché Gouro, mais il est docteur. Donc, vous voyez, quand on dit qu'il faut tricher, mais dans la tricherie, il faut faire l'effort. C'est comme on disait, les bagarres, opération Hibou, là. Il y a un ami, je me rappelle encore de lui, je n'ai pas envie de dire son nom ici. À l'époque, quand il est passé le bac en 2008, quand on a fini de faire le bac, on descendait des escaliers, c'était mathématique. Et puis il m'a dit, Soleil, tu vois, il a tué aujourd'hui. Hein. Ça, on a fait l'opération, ça, on a fait ça hier nuit. Les droites, là, on a fait ça hier, il a tué. Et je lui ai dit, donne-moi, je vais voir l'ensemble de définitions. Quand j'ai vu l'ensemble de définitions, il dit, tu as fait une grave faute. Il dit, toi qui travailles, tu n'as pas dit que tu es fort en maths. Il dit, dès que l'ensemble de définitions que tu as donné là, les fausses, tu as raté ton bac. Mon ami s'appelle Pacom. Western Stats Pacom. Voilà, mon ami s'appelle Western Stats. Il lui a dit que tu as échoué. Il dit, il a dit mon nom. Il dit, Soleil, tu es maudit. Il dit, je ne suis pas maudit. Mais Western Stats, l'ensemble de définitions de la droite, dès que tu as donné, elle est fausse. Donc ton bac là, en tout cas, moi je ne suis pas sûr. Et il a échoué vraiment au bac. Donc c'est ce genre d'élèves là. On a préparé le diplôme, on leur a donné. Au lieu d'aller lire au moins pour copier les phrases, il ne peut pas retenir. Vous voyez, il ne peut pas retenir. Les enseignants avec S, donc dit aussi avec S. Le verbe dire, conjugué au présent de l'éducatif. Dire. Ainsi le désastre, tonton. Tonton, tu peux continuer. Parce que je voyais ça pour dire, vraiment ça fait mal. C'est la Côte d'Ivoire qui est là. Les professeurs, ceux qui sont là, ils ne sont pas au collège. Hein. Ce n'est pas des professeurs de collège. Hein. C'est enseignement lycée. Lui là, je le connais aussi. Lui qui est là. C'est gens du lycée. Lui, il est délégué de. Lui là, il était délégué d'une promotion à l'INS. Tout cela, il les connaît la majorité. Ceux qui sont derrière. Tonton, continue. Le mal écrit. Il faut continuer parce que je suis en train de corriger un exercice là. Tonton, le mal est profond. Ouais. Je te laisse parler un peu, je corrige un exercice là. Bon, parler. Si les gens disent je mens, hein, je vais appeler Alalé pour lui dire Alalé, ta phrase là, est-ce que tu as remarqué devant vous, hein? Il a dit Alalé, toi-même tu as sur une fiche et puis c'est écrit comme ça, Alalé, vraiment tu es fort. Attends, mon téléphone est mort, la batterie est déchargée, mais dès que ça décharge là, devant vous, je vais l'appeler hein, en direct ici, devant vous. Il va dire tout à l'heure que viens, tu es trop mémant. Il va l'appeler tout à l'heure, devant vous, dans quelques minutes. Capoter le live. Dès que le téléphone s'allume, je vais l'appeler devant vous ici. Dès que le téléphone s'allume, je l'appelle devant vous. Vous dites, hé mon petit, tu es rentré dans un réseau d'argent, mais vraiment votre affiche là, c'est grave. Priez Dieu pour que mon téléphone s'allume, je vais l'appeler pour tapoter le live. Vous allez l'attendre ici direct, en direct. Je vais l'appeler en direct. Vous allez comprendre que quand Soleil dit, il connaît certaines personnes du RDA, ne jouez pas avec lui parce que je vais casser des papos. Mais jusqu'à présent, je me retiens parce que c'est pas ce que je mange. C'est pas ça. Mais je vais l'appeler tout à l'heure pour lui dire, ah, Kassi, Alalé, tu as zaï. J'ai appelé tous mes amis là de l'université. J'ai appelé les docteurs Poula, les docteurs Tan. J'ai même appelé Boaké pour dire, mais votre gars de
de philo, là, il est devenu autre chose. Hein. Donc voilà l'université, c'est que l'université a formé. Je voudrais voir Arthur Banga qui dit, il est professeur des universités de Côte d'Ivoire, comment les enseignants écrivent. Bon, excusez-moi, mais quand vous voyez les affiches même du RDL, là, regardez la majorité de ceux qui supportent Alassane là. Quand vous voyez, c'est comme ça, et puis ils renversent. Aldo. Alassane renverse. Regardez les panneaux publicitaires d'Aldo hein, dans les stades là. Ceux qui tiennent les feuilles à main là. Ils renversent le visage d'Alassane. Ils ne savent pas lire. En fait, on les a appelés pour dire venez. C'est comme quand on était à la Fessi, à l'époque, quand on voulait faire Zégremayo, on appelait le lycée Pierre Gardier. Venez les gars, il y a un Zégremayo. Quand les enfants viennent, ils ne connaissent pas l'université, mais quand on dit allez, Bamoukou là, ils font seulement pour aller Boubou. Après, quand on les attrape pour dire tu es quitté où, ils ne connaissent pas l'université, c'est ça qui est là. C'est le Zégremayo là-bas. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas dans quoi ils sont. La majorité des militants du RDR sont atteints d'une maladie qu'on appelle l'illettralisme. L'illettralisme au sommet de l'État. Dans quel... L'illettrisme, pardon. Dans quel pays on peut trouver, comment on appelle, dans quel pays on trouve des enseignants qui font partie d'un parti politique. Celui-là, Dr Cissé qui enseigne à Bandoukou. Moi, je suis du PPACI, je suis étudiant. Mais est-ce que vous pensez que lui-là, il va me donner un savoir? Tonton Zara? Non, c'est pas possible. Est-ce qu'il va m'enseigner? Tu vas désapprendre avec lui. Il va même prendre tes feuilles pour corriger autrement. Et puis, vous voyez, quand on a fait l'université, excusez-moi, mais j'ai rentré ce soir dans des révélations pour dire, je vais appuyer mon argument. Vous allez comprendre. À l'université, les professeurs sont comme des dieux. Il dit comme. Il n'est pas du son des dieux, mais ils sont comme des dieux. Écoutez bien ce que vous dites. Quand on dit la méchanceté là, où elle existe là, c'est à l'université. Dans le monde universitaire là, j'ai jamais vu de méchanceté si ce n'est pas à l'université. À l'université, les professeurs là, ils ont des sortes de rivalités qui dépassent les limites. Tu vois, deux professeurs causés, quand il est assis au bureau de l'autre là, il te dit que son ami là est nul, que c'est un tricheur, il ne vaut rien, il n'a pas de connaissances, qu'il se prend pour qui? Quand tu les vois dans les escaliers, ils sont en train de causer. Tu te dis, mais c'est pas de ton ami là qui vient de me parler. Quand il finit de parler, il dit ce qu'il te dit, il reste dans le bureau. À l'université là, c'est un monde de folie. C'est-à-dire, quand on dit diable là, c'est à l'université. Il y a un général combien? Le serpent aux 1000 têtes, il sait de qui il parle. Quand on dit général combien, on sait, pour qu'on va faire ci, il connaît le général combien. Un jour, général combien m'envoie pour qu'on corrige son mémoire de Master 1. Et puis je rentre dans le bureau d'un professeur. Je n'ai pas envie de dire son nom. Il avait son tapis de prière là. Les bureaux des professeurs, quand vous rentrez là, dans les bureaux là, ils sont deux, trois dans le bureau. Quand ils sont assistants débutants, là, assistants, toujours il y a un assistant, maître assistant, et puis il y a le maître de conférence qui a son bureau un peu large, mais les assistants là sont à côté du maître de conférence ou le professeur titulaire, ils sont comme ça dans les bureaux. Donc souvent, même quand le professeur titulaire ou le maître assistant est dedans, l'assistant ne peut pas rentrer souvent. Il dit non, le maître assistant est ici. Donc il y a le respect hiérarchique entre eux. Non, il rentre dans le bureau du monsieur là. Et puis le général m'envoie, il dit, ah, El Fogo, va voir comment on appelle. El Fogo, c'est mon nom. On dit, va voir le professeur pour voir comment et c'est fait, pour voir à quel niveau est ma correction de mémoire. Donc, on est quitté à la mosquée, puis on est venu. Il dit, quand il s'est rentré dans le bureau du monsieur, là, le mémoire du jeune, le premier G, c'est-à-dire le premier G, là, il a fini, il attend des remarques pour aller revoir son travail, les enquêtes ou pas, les reformulations des phrases. C'était sous le bureau, et puis le monsieur là met ses pieds encore. Il dit, ah, donc, moi, il était délégué, donc il y avait assez à tout, je voyais. Il dit, monsieur, le général dit son mémoire là, il veut soutenir tel jour. Vraiment, il a un petit budget de 70 000, donc il aimerait faire un petit cocktail. C'est quand on peut programmer la soutenance. Il dit, il faut parler de toi-même. Quand il finit les devoirs, les CM là, est-ce que tu comprends bien? Il dit, professeur, moi je comprends, c'est pas grave. Il dit, demain on a télé. Il dit, oui, d'accord. Il dit, ça là, faut laisser pour lui là. Il dit, pourquoi? Il dit, tu n'étais pas encore arrivé à l'université ici. Quand la FESI a fait grève là, ils m'ont humilié. J'étais en plein coup comme ça, puis il m'a humilié. Il a envoyé ses petits là, puis bon, ils ont dit non, sortez, sortez, sortez.
C'est moi qui l'a fait sortir là, non? C'est dans mon domaine, il a choisi le sujet. Je ne corrige pas. Ça seulement, il te dit non. Il dit, mon petit, il faut laisser. Il va durer ici. Il dit, quoi? Il dit, non, 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 il te dit, il faut partir. Il s'est sorti du bureau. Je suis parti dire au général, il dit, général, c'est là que je priais le soir. Demain, le professeur me donnera une réponse. Je ne pouvais pas lui dire dans quelles conditions il a vu son mémoire. Sous la table, où on met le pied là. C'est couché par terre comme ça. Donc, à l'université, quand tu es un étudiant et que ton professeur milite d'un parti politique et que ce parti politique-là arrive à perdre et que celui dans lequel toi tu es là, si tu étais en licence là, pour quitter le département, tu ne peux plus progresser. Il va tout faire pour te mettre les bâtons dans les roues. Ce professeur-là, il va tout faire pour te créer tous les problèmes. Je vous le jure. Dans ces matières, il va dire qu'il ne comprend pas ce que tu as écrit. Il va te faire partir en section comme section. Toi-même là, tu vas être découragé. Pour ceux qui ont vu à l'université, ils savent de quoi ils parlent. Par exemple, là, quand tu arrives en amphi, là, si tu es garçon qui cherche femme, là, il ne faut jamais approcher une fille qui cause à un professeur. Non, tu es mort. Regardez les élèves là, du lycée et collège, qui aiment les petites filles, dont les parents sont souvent peut-être d'APPACI, PDCI. Et puis le professeur de lycée de philosophie, toi tu dragues la fille, sa fille. Ou quand il y a grève là, c'est toi, PPACI là, tu vas nous dire de quitter l'école. Et puis tu as remarqué, lui le RDA, et puis toi, tu es parti déloger les autres. Mais toi tu es mort. Depuis quand le milieu d'enseignement est syndiqué et il y a des militants, un parti politique qui s'affiche pour dire nous sommes des enseignants du RDA. Depuis quand ça s'est fait? Dites-moi, quel est ce syndicat qui existe en milieu universitaire ou dans les lycées et collèges? Dites-moi. Les gars, je veux savoir ce soir. Je veux juste savoir. Je suis en France ici. Je vois. Il dit, mon cher, il y a eu FPI. Il y a eu professeur de FPI. Mamadou, est-ce que Koulibaly, vous pouvez monter? Est-ce que les professeurs, je connais des professeurs qui sont au FPI. Je connais des professeurs qui sont au FPI. Miaka Ouretou était professeur. Monsieur Hubert Oulaï est professeur. Monsieur Dano Guégué est professeur. Mais est-ce que tu les as vus pour dire les professeurs des universités qui appartiennent au PPACI et puis ils font un panneau publicitaire pour dire on soutient le PPACI. Tu les as vus en groupe, en association. Les professeurs FPI, les docteurs FPI, les infirmiers FPI. Oui, il y a Paul André aussi, était un professeur. Mais je vous demande, est-ce que vous les avez vus? Ils militaient dans les partis politiques. Professeur Diarra, le président de l'université Cocody, le RDA. Professeur Liramata, président de l'université Cocody, elle est RDA. Professeur Abou Diarra, il est RDA. Mais est-ce que nous, on allait critiquer ces professeurs? Est-ce que moi, je vous parle d'Abou Diarra? C'est une affiche où on met les professeurs d'université, les professeurs de lycée et collège, et même des professeurs des écoles primaires, les enseignants disent oui au RDA. C'est de ça que je parle. Ne confondez pas tout. C'est une association. C'est comme l'association des douaniers musulmans de Côte d'Ivoire. C'est de ça que je parle. Nous là, est-ce que vous comprenez? Ça, je vois une association. Je vois une association en fait. Ce qui me fait mal, c'est que là, je vois une association. Est-ce que vous comprenez? Le téléphone, tapotez, on va appeler, mais le téléphone est vraiment à plat. Si Charles Net, il va appeler. Je n'ai pas d'association. La Côte d'Ivoire va mal, les gars. Il faut le reconnaître. La Côte d'Ivoire va mal. Notre pays va mal. La Côte d'Ivoire va mal. Notre pays est malade. Parce que quand on est dans un milieu, une corporation étatique, vous pensez que
les professeurs RDL là, qui dit oui pour la candidature d'Alassane là, si demain il y a grève dans le milieu de l'enseignement, où ils sont en train de dire allons lutter pour nos primes de recherche, allons lutter pour notre prime de les salaires, les indemnités salariales, est-ce que vous pensez que cela va militer aussi? Raison pour laquelle la fonction publique est apolitique. Celui qui disait tout à l'heure, il y a eu au FPI là. Mais, messieurs, est-ce que vous savez pourquoi ils ont licencié Madame Pluchenik Balé? Est-ce que quelqu'un peut me répondre ici? Est-ce que vous savez où Pluchenik Balé travaillait? Qui peut me dire, qui sait où Pluchenik Balé travaillait, la femme là, Pluchenik Balé, elle travaille où? La motivation qu'a donné le chef de service de Pluchenik Balé, est-ce que vous savez quelle motivation il a donné? Elle était au Bénet. Ils ont dit Pluchenik Balé a été renvoyée du Bénet parce qu'elle participe elle participe donc aux réunions politiques. On dit, elle travaille au Bénet et puis elle veut montrer qu'elle est politique. Donc, ils ont licencié Pluchenik Balé pour des raisons politiques. Ce n'est pas autre raison. Hein. Elle a été licenciée pour appartenance à des politiques ou à une association qui parle, qui dénonce des choses. Ils l'ont licenciée pour ça. Il y a une dame qui est la cousine, la nièce de Simone et Yves Gbagbo, qu'ils ont vu dans un meeting. Elle travaille au port. Ils l'ont licenciée pour ça. Dans le gouvernement d'Alassane Ouattara. Vous là même là, les militants d'Alassane, quand vous parlez souvent, est-ce que vous avez un cœur même? Est-ce que vous avez un cœur? Vous êtes des hommes? Est-ce que vous êtes humains? Quand moi je parle à Yessik des faits, et puis c'est pas à discuter, c'est vrai. Ils ont vu des gens qui travaillent dans la fonction publique, qui vont faire meeting. Leurs chefs le vont, on les licencie. Il y en a qui ont été licenciés en Côte d'Ivoire pour appartenance à sa partie politique. On dit, ils font politique dans leur bureau, on les a licenciés. Le jeune qu'on appelle Dimitri, là, il est dans 2.0. 2.0, il s'appelle Dimitri. Dimitri, vous le connaissez, non? Voilà, elle s'appelle Ouattara. C'est sa nièce. Merci, c'est ce que je dis, vrai. Il y a quelqu'un qui corrobore mes propos ici. Il y a quelqu'un qui a été de corroborer mes propos. Corroborer veut dire il y a quelqu'un qui affirme, qui confirme mes propos. Vous comprenez? Le jeune qu'on appelle Dimitri, 2.0, là, il y a un jeune qu'on appelle Dimitri. Il est l'ami de Ziggy, là. Il parle de politique. Le jeune a été renvoyé de son service. Est-ce que vous saviez ça? Dans la même Côte d'Ivoire, moi je parle pas, je parle des choses que je sais. Parce que j'ai dit, pénalement, je vais être responsable et je vais avoir des argumentaires lors de ma défense. Il s'appelle Dimitri. Il est un peu en forme comme ça, noir comme moi. Il s'appelle Dimitri. Il a été licencié de son travail parce qu'il participe au meeting du PPACI. Et voilà des personnes qui, eux, s'affichent fiers à lui. Ils s'affichent avec fierté, orgueil accompagne. Ils ne vont pas les licencier parce qu'ils sont du RADP. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça que le soleil parle. Moi, quand j'ai fait mes panels, il y a une logique. Il y a la logique. Je ne parle pas parce qu'il faut ouvrir un panel. Il y a des questionnements. Je me questionne. Dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Dans quelle Côte d'Ivoire sommes-nous? Et ils s'affichent avec arrogance. Zèle. Saint-Doux soit salué. Eux là, ils s'affichent avec du zèle. Mais vous pensez que s'il y a un directeur d'une entreprise étatique de Côte d'Ivoire qui dit tout à l'heure qu'il soutient Laurent Gbagbo, ou un chef de trésor ou des impôts, ils vont les licencier? Monsieur, ce n'est pas où ils travaillent qui est important. Est-ce que vous comprenez la langue de Molière dont je parle, à laquelle je parle? Ou bien, parce que vous avez un meeting là, kata Babou Kofe, kata Tidiam Kofe, ou kalo gbe, bureau là, ou ko gbe. Maintenant, tu es d'abord obéi, ou ko to lebe, RDA, ta député nouye, ou be enseignant nouye, ou be ta lukol sola, kata anta de nouni, kata lukol so mna, ou lukol ba foko, ankara, RADP, ou le ta, ou tout gbe. C'est de ça il parle. Voilà, le téléphone s'est allumé. Je ne sais pas s'il va me répondre, mais je vais l'appeler.
Il a prié. Je ne sais pas s'il va me répondre. Il a fait un meeting aujourd'hui, mais il va l'appeler. Je vais l'appeler. Il va lui dire... il va dire une chose. Il va lui dire une chose. Tapotez le live. Hein? Tapotez le live. On attend juste la connexion se rétablir. Qui a bloqué mon petit frère? Allez, attends, voilà. Il a payé. Allô? Oui, monsieur le directeur. Directeur, vous êtes sur la fiche. Et sur la fiche, c'est écrit les enseignants disent oui au président Ado. Mais le dit là, le président, toi tu es un philosophe. Le dit là, les enseignants disent, et puis vous avez mis S à la fin. C'est une erreur de frappe. Ils vont corriger ça. Ah, directeur, non. Moi, quand j'ai vu ton image, j'ai dit, mais c'est mon gars qui est certifié en philo là, le grand boss de l'ENS. Non, il faut dire à docteur Cissé que son ami dit. C'est pas comme ça on fait. Quand vous avez commencé à avoir le guet, il ne faut jamais oublier. À Bondoukou, là, il peut manger les ignames. Il peut manger les ignames. Mais en tout cas, le directeur, cette fiche-là, courait pour la neve parce que les gens l'ont copié. Et puis quand j'ai vu quelqu'un là-dessus, on est quand même opposé, qui est dans ton parti politique, ça va bien, mais la fiche là, nous n'ont pas vraiment les grosses têtes que je vois là, surtout. Remédier à ça. Donc, c'est que tu es à Abidjan et que la campagne se passe bien. Oui, ça va, ça va. Vous avez eu la promesse de la réhabilitation des voiries à Bondoukou. Oui. Parce que je sais que ta voiture là va prendre un coup, hein, parce qu'elle est basse. Il ne faudrait pas que tu changes les roues. En tout cas, bonne campagne à toi. Merci. Et puis porte-toi bien, monsieur le directeur. On est ensemble, merci. Ciao. Donc, je vous ai dit que je connais le directeur. Quand Soleil parle là, Soleil ne ment pas. J'ai dit je connais le directeur de Bondoukou. Quand on fait la politique, on est souvent avec vous, le RDR. On est au fou au moulin avec vous. Je vous avais dit non, que je connais le RDR. Je dors avec eux. Je connais les renseignements. Je peux même appeler tout à l'heure le directeur du cours de l'université de Boaké de San Pedro. C'est ce qui est bien. Quand on fait l'école ensemble, là, il y a les universités, on laisse des traces. Il y a une traçabilité. Je n'ai pas je n'ai pas le même niveau d'études que Kandia Kamara. Mais on ne trouve jamais les amis de Kandia Kamara avec qui elle a eu la maîtrise en anglais. On ne trouve jamais ses élèves. Donc, vous avez compris? Le directeur vient de confirmer que c'est une erreur de frappe, qu'ils vont remédier à cela. Est-ce que vous avez compris? Vous avez attendu savoir, non? Le directeur dit qu'ils vont remédier à cela, que c'est une erreur de frappe. Certainement que les enveloppes peuvent être très lourdes. Donc, moi, il a dit, mais moi, je ne veux pas l'argent, mais ramenez-moi seulement les ignames de Bondoukou. Je vous ai dit toujours, quand les gens viennent ici, l'université de Bondoukou, matin, midi et soir, moi, j'appelle Bondoukou. Quand il disait à un ami, il s'appelle Dos. À Bondoukou, là, il y a Pona, hein. Le Pona de Bondoukou, c'est pas amusant, hein. C'est bon, hein. Oui, mais c'est mon ami que je viens d'appeler. Si tu veux l'igname, mais c'est parce qu'on est en France, hein. Souvent, c'est des ignames qui vont venir gratuitement. Non, mais Bondoukou, je connais. J'ai fait Bondoukou quand j'étais étudiant. Tu sais, moi, comme je dis toujours aux gens, hein, moi, je suis pas issu d'une famille riche. Donc, moi, quand j'étais étudiant, j'étais obligé de me battre, hein. Je me battais, je faisais mes petits commerces. Dieu merci, Dieu m'a fait la grâce d'être intelligent, j'étais boursier. Mais, comme j'avais beaucoup d'envie, donc, j'ai cherché à avoir beaucoup d'argent. Je voulais toujours avoir de l'argent avec moi. Donc, je partais à Soko, hein, au Ghana, à Sampa. Je partais à Sampa pour acheter des choses que je venais vendre à l'université. Voilà, donc pour aller à Sampa, il faut passer par Bondoukou. De Bondoukou, il y a le dernier village, enfin le village des singes, la Soko. Voilà, et on passe par là et puis on partait à Sampa. Donc je partais là-bas pour faire mes courses. Donc je connais cette région-là. Il y a vraiment, ils ont des lignames de qualité. Leur ligname, c'est ce qu'on appelle le Ponan. On trouve le Ponan, c'est vraiment à Bondoukou, on trouve le Ponan. Et c'est vraiment un peuple très intéressant. Il y a deux peuples à Bondoukou, hein. Il y a les Koulango et puis il y a les Koulango et puis les autres là, comment ils appellent là? Ils ont les Abrons. Voilà, les Koulango et les Abrons. Les Abrons, eux, ils sont à Caen et les Koulango, eux, ils sont Malinki, c'est ça, non?
Oui, oui, ils Voilà. sont à Bron et puis ils font frontière. Même je peux appeler tout à l'heure le conseiller qui est de Bondoukou aussi, hein, qui est conseiller, puis il a la... Quand je partais là-bas, je dormais chez le préfet. Je dormais chez le préfet parce que le préfet, il était l'ami à mon oncle qui était donc, que vous pouvez certainement connaître, il est décédé maintenant. Il s'appelle Brad Daris. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Brad Daris. Brad Daris, il était champion d'Afrique de culturiste. C'est eux qui soulevaient les poids là. Voilà, il soulevait les poids. C'était quelqu'un qui était très très costaud. C'est mon oncle maternel. Donc c'est lui qui m'a envoyé, enfin, c'est lui qui m'a mis en contact avec lui. Et c'est grâce à mon oncle même que je suis allé au Togo. Voilà, il m'a fait partir au Togo. Bon, voilà, ça, je ferme la parenthèse rapidement. Donc, Bondoukou, c'est vraiment une très, très, très belle région. J'ai vraiment aimé. C'est vrai que, en ce moment-là, il y avait beaucoup de poussière. Je ne sais plus s'ils ont réglé les problèmes de route à Bondoukou, mais, ouais, Bondoukou, c'est une ville qui... Tu viens d'entendre le directeur, il a dit tout à l'heure, il connaît sa voiture qu'il a. Bondoukou, il n'y a pas de route. Ah. Tu n'as pas entendu ça? Mais pourtant, c'est le pays de Bondoukou, non? Comment il s'appelle le mari de la journaliste là, lui qui a acheté Range Rover à la journaliste là, comment il s'appelle là? Quand on a montré Bondoukou, est-ce que vous savez que c'est mon ancien collègue Adjumani là? Adjumani. Les élèves se moquaient de lui. On dit qu'il était nul en français. Professeur de français qui est nul en français. Ses cours de français c'était vraiment difficile pour les élèves. Ouais, en tout cas, ils ont... Et mon ami là, bon, j'ai dit son nom parce qu'il est public, mais c'est un bon petit, c'est quelqu'un qui me respecte beaucoup. Tout à l'heure, tu as vu même dans le discours, on riait, on se taquinait, parce qu'on sait d'où on vient. Mais il a une petite voiture. Il a une voiture, bon, il n'y a pas envie de dire la marque de la voiture, mais c'est une voiture qui est très basse. Donc, il y a les problèmes de route. C'est les 4x4 seulement qui peuvent rouler sur les voies. À cause de ça, le président, raison pour laquelle le président est parti en hélicoptère à Bondoukou. Tu n'avais pas vu son arrivée? Non. Ce moment, il a fait quoi le type là, le suit. Non, mais nous, on suit. Parce qu'il y a Gabéji financière. Il est parti en hélicoptère, son petit frère est parti en hélicoptère. Tous ceux qui sont partis en hélicoptère à Bondoukou. Il n'y a pas de voie. Donc, Bondoukou, Adjumani est sorti pour répondre, pour dire non, que le président ne pouvait pas tout faire. Le président a mis l'université. Donc, concernant les voiries là, on peut patienter. Donc, il leur a promis encore combien de milliards pour faire la voie. Tu n'as pas appris ça? Et qui était militaire de Gbagbo là? Tout ça pour ça. Qui est militaire de Gbagbo là? Toi, tu réponds. Je vais lui répondre. Parce que s'il veut parler de mon oncle, il a menti. Hein? Quand Gbagbo arrive au pouvoir, mon oncle est paralysé. Mon oncle est handicapé. Il parle de moi. Toi, tu réponds à... Oh, vraiment. Ah, d'accord. Toi, tu réponds... Mais toi, tu n'es pas militaire, toi. Tu réponds à quelqu'un qui... Tu vas répondre à lui, là. Tonton, vraiment... Toi, quand on dit toi-même, tu es homme même de valeur même, toi, tu réponds à quelqu'un qui ne sait même pas écrire. En tout cas, moi, mon oncle, c'était un Zigueï. Il était le président des Zigueï de Côte d'Ivoire. Parce que tous les Zigueï le respectaient. Il n'était pas Zigueï, mais comme il était, tu vois, il avait la force, tout. Donc, quand il passait les Zigueï, il disait, ah, viens paix. Voilà. Donc, bon, moi, je n'ai pas la même force que lui et moi. Là où il y a pas là, moi, je ne vais pas là-bas. Moi, je fuis. Ah, d'accord, je comprends. Ouais. Mais Soleil, c'est le soldat de Gbagbo. Un soldat sans galon. Soleil, Soleil, je vais aller chercher des courses dans ma voiture là. Donc, je reviens. Je sais qu'il y a quelque chose qui va se faire. Bon, c'est pas grave, on continue. Donc, vous avez compris finalement que en Côte d'Ivoire, on se connaît tous. On sait d'où on vient, on sait où on va.
Et je sais que j'ai mis un truc sur mon